ça fait maintenant quelques années que India suit l'école, bien évidemment, mais qu'en plus, elle a participé à des jurys et qu'en regard de ce qui peut se faire dans cette école et ce que l'on peut produire, eh bien, elle a un point de vue, elle a un avis, et c'est tout le sens de ce jury, c'est de pouvoir être en prise avec ce qui se passe en dehors de l'école, de pouvoir avoir un regard critique, introspectif sur nos enseignements, et que ce regard qu'elle peut nous offrir nous aide à progresser dans ce que nous délivrons, et surtout dans vous, la manière de vous devez vous positionner par rapport à ce métier. C'est tout le sens de ce jury. La plupart du temps, les jurys de diplôme fonctionnent sous un angle qui est celui finalement d'une commission avec des étudiants qui passent devant un jury. Ce jury derrière va apprécier et délibérer. Ici, on est dans un format qui est tout autre, et justement parce qu'il est tout autre, India Madhavi a pu finalement aussi, je pense, avoir son propre regard, sa propre appréhension, et au regard de son parcours maintenant assez long, où les échelles sont diverses et variées, où les commandes, les collaborations sont à la fois parfois totalement d'exception, mais aussi grand public, que ça questionne à la fois l'architecture intérieure, la scénographie, le design, le graphisme, le design, le textile, les savoir-faire, bref, que toutes les échelles sont convoquées. C'est parce que finalement cette richesse existe qu'il faut aussi pouvoir la convoquer dans ces jurys et qu'on puisse en retirer d'une certaine manière à la fois une critique et un axe d'amélioration. C'est donc tout le sens de cette présentation ce soir, qui va plus procéder de la discussion, de l'échange, nourri bien évidemment par une projection qui va vous permettre aussi de comprendre quelle est la personnalité d'India, quelle est finalement sa manière d'envisager ce travail et son œuvre, parce qu'au bout d'un certain moment, on peut parler d'une œuvre, à proprement parler, sans être dans la flagornerie, et que vous puissiez, à l'issue de cette discussion et de cet échange, avoir une interaction et poser des questions, puisque, en fait, on va passer un petit moment maintenant ensemble. On est le 13 décembre, et l'aventure va se poursuivre, entre guillemets, notre interaction jusque fin juin. Donc on va quand même passer un petit moment, de près ou de loin, en interaction, ma chère India, et surtout on va constituer les jurys ensemble. Merci Gilles, et je suis très heureuse d'être là. J'avais une question pour le... Est-ce que tous les élèves qui sont ici sont en dernière année, ou est-ce que c'est assez varié? Est-ce qu'ils sont tous en architecture d'intérieur, ou est-ce que c'est aussi bien la direction artistique tous les élèves de 5e année sont réunis ce soir, des 3 cursus de communication, d'architecture intérieure, de communication et de direction artistique. Ça, c'est aussi un point, tu fais bien de le soulever. Et l'intervention est capté, voilà, pour ceux qui ne peuvent pas y assister, et proposer aussi d'accéder en temps réel aux étudiants des autres années. Comme tu es d'une certaine manière, au-delà d'être présidente, un peu marraine, c'était normal que ta voix puisse être entendue. C'est important ce point que tu soulèves. Effectivement, il nous importe, dans une démarche, j'ai envie de dire holistique, que le président de jury puisse présider finalement les 3 jurys. Et je pense qu'on le verra au travers de ton approche. Tu te dis souvent polyglotte, polychrome, ça c'est les mots et les adjectifs qui reviennent souvent. En fait, ce qui est important, c'est que vous compreniez bien que le parcours d'India Madhavi, il est multiculturel, il est presque multisensoriel par certains aspects. Au travers de ce qu'elle recherche dans le travail de couleur, c'est aussi, et tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est une recherche de la matérialisation de la lumière d'une certaine manière. C'est quelque chose que nous pouvons tous percevoir, avec plus ou moins d'acuité, plus ou moins de connaissances, plus ou moins de sensibilité, mais je pense que ton travail, il est dans cette quête-là, dans cette recherche-là. C'est ce qui, à un moment donné,
le rend universel, et c'est ce qui fait aussi que pour nous, dans une école où l'interdisciplinarité a sa place, et finalement est assez centrale dans nos enseignements, et surtout dans la manière dont on envisage une pédagogie qui est liée à un enseignement de la création, eh bien tu as toute ta légitimité pour présider ces 3 jurys, et j'en suis particulièrement fier. Merci Gilles. Je voulais rajouter que, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans mon parcours, moi j'ai une formation d'architecte, et j'ai jamais voulu être architecte, je voulais faire des films. Donc vous voyez, tous les chemins mènent à Rome, on pourrait dire, mais ce qui m'a intéressée dans ce parcours, c'est justement, je me suis attachée à abolir les frontières qu'il y avait entre les différentes disciplines. D'ailleurs, quand j'ai commencé il y a maintenant plus de 25 ans, on était soit décorateur, soit architecte intérieur, soit architecte, soit graphiste, soit directeur artistique. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que toutes ces frontières sont en train de disparaître. Et quand on faisait de l'architecture d'intérieur, on faisait soit du résidentiel, soit du commercial, soit on faisait des choses, on était basé à Paris. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on peut travailler au-delà des frontières. Et moi, je pense que j'ai travaillé aussi bien au Japon que dans le désert égyptien, qu'en Norvège. Et j'ai essayé de décloisonner au maximum ces métiers, non seulement par donc ces frontières qui sont des frontières physiques, mais des frontières d'échelle aussi, parce que je pense que c'est intéressant de pouvoir travailler à des échelles très différentes. Donc là, j'ai apporté, je ne sais pas si tu l'as là. Le livre ? Le livre, mais le chocolat, il est où ? Ah, le chocolat, pardon. Tu ne l'as pas apporté. Il est dans mon bureau, je vais Non, chercher. mais c'est pas grave. En fait, j'ai apporté ça parce que dernièrement, j'ai dessiné un tabouret qui s'appelle le Bishop. Et on m'a demandé dernièrement de faire une collaboration avec une maison de chocolat qui s'appelle Palomas. Et j'ai dessiné le packaging, et aussi j'ai décidé de faire un chocolat en Bishop. Donc je pense que l'objet le plus petit que j'ai dessiné, c'est sans doute une bague. Et peut-être le projet le plus grand, je suis en train de le réaliser en ce moment, qui est un musée en Norvège. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant. Moi-même, j'ai un parcours multiculturel parce que je suis née en Iran, j'ai grandi aux États-Unis, j'ai grandi ensuite en Allemagne, dans le sud de la France. Et donc, je me considère, c'est pour ça que je me définis comme polychrome et polyglotte, parce que c'est une façon de dire que c'est une façon un peu ouverte de voir les choses et de pas rester. Voilà, je considère que je suis un peu plurielle, plutôt que d'être une seule chose. Voilà. Donc là, vous allez voir défiler toutes les images des projets qu'on a fait, que j'ai fait, qu'on a réalisé. Évidemment, je ne suis pas toute seule, j'ai une équipe de 20 personnes, mais ce sont des projets qu'on a réalisés, je regarde un petit peu comment ça défile, qui vont aussi bien de la Villa Médicis à Rome, où on m'a confié le premier étage à refaire entièrement dans un lieu très historique, que là vous voyez une exposition de Pierre Bonnard à la NGV en Australie, à Melbourne. Et il fallait que je conçoive toute la scénographie. Et donc on s'est vraiment inspiré des tableaux de Bonnard. On est allé puiser dans les tableaux de Bonnard où il y a tout le temps des papiers peints pour essayer de les recréer à une autre échelle. Là, on voit un restaurant à Miami, un restaurant japonais. Pour moi, c'est un des premiers restaurants féminins japonais dans un mall. Ça, c'est un des premiers projets à sketch à Londres, enfin le deuxième. Celui-ci est sans doute le plus connu. C'est ce restaurant qui est tout rose et qui a été sans doute un des restaurants les plus instagrammés au monde. Donc je laisse défiler, je ne sais pas si on en parle, ou je laisse défiler les images, je ne sais pas. En fait, je pense que ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on peut voir
vu que les images vont défiler en boucle, Ouais, on va à un les moment donné, revoir. ça va peut-être reboucler sur différents... et ça va peut-être matcher avec nos propos, mais là où c'est très intéressant, c'est que ce que tu expliques est extrêmement lisible, et que quand on voit des espaces, on voit des images. Quand on voit des images, on peut y voir aussi, par certains aspects, des messages. En fait, il y a quelque chose que tu m'as expliqué, je pense que dans lequel il faut peut-être qu'on fasse rentrer les étudiants, c'est comment tu fonctionnes. Alors ce livre que tu nous as très gentiment amené et que tu nous as offert sera à disposition pour être consulté, mais d'expliquer justement comment dans cette approche, en fait, tu arrives à ces résultats qui, en fait, ils ont une histoire à chaque fois, ces résultats, ils ont un processus que tu sais très bien expliquer. Oui. Et... Je vais essayer de les expliquer comme je peux. En fait, bon, j'aime bien commencer par la fin. C'est-à-dire que aujourd'hui, les projets sur lesquels je travaille sont souvent des projets qui sont publiés. Donc, qui sont publiés et il y a ce qu'on appelle, on doit faire de la promo, non ? Donc ça implique vraiment la partie communication, graphisme. Et donc j'aime bien commencer par écrire un dossier de presse. En tous les cas, de raconter un tout petit peu ce qui vont être les éléments de point de départ d'un projet. Et puis, même si à la fin du projet, je vais affiner le projet, mais en tous les cas, j'essaye d'exprimer ce qui me paraît le plus important, ce que j'ai envie de dire. J'essaye de définir toujours une question à laquelle je voudrais répondre. Et en fait, définir cette question, c'est toujours la partie la plus difficile. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, quand on m'a demandé de dessiner, de redéfinir l'identité de la durée. Donc, la durée, j'ai essayé de définir une identité en 3 dimensions. Quand on fait des espaces commerciaux, c'est souvent définir une identité en volume. Je me suis dit, la durée se vante toujours d'avoir une muse qui est Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette, pour moi, c'est Versailles. Versailles, ce sont les jardins. Et je me suis dit, au fond, est-ce que ce serait intéressant de voir la durée comme un jardin de sucreries ? Et à partir de là, je commence à construire tout un vocabulaire de sucreries autour du sucre, autour des couleurs des macarons, ce que m'évoque un jardin aussi. Donc j'ai travaillé beaucoup sur les treillages. Et comme on m'a demandé de faire 3 salons de thé de la durée, il y en avait un à Genève, donc vous allez le voir défiler, un autre à Hollywood et un autre au Japon. Et je me suis dit, comment est-ce que c'est Marie-Antoinette qui va à Genève, c'est Marie-Antoinette qui va à Hollywood, qu'est-ce qui lui arrive ? Et Marie-Antoinette qui va au Japon. Et c'est à partir de là que je commence à construire mes images. Je travaille avec... je trouve des images de référence qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas forcément à voir avec des espaces. Ça peut être des images de gâteaux, des images de pâtisserie, des images de robes, des images de films, ou ça peut être un texte, ou ça peut être un livre. Et à partir de là, je commence à construire un monde visuel. Et voilà, on commence à travailler comme ça. C'est comme ça que ça se construit. Mais je dois dire que, et c'est pour ça que je parlais avec Gilles, et je disais que c'était très intéressant. Vous avez la chance d'être dans une école où il y a justement de l'architecture d'intérieur, la communication et la direction artistique. Et je pense que c'est très intéressant d'arriver à faire un projet avec des équipes qui se complètent. Parce que moi, j'ai fait, je crois, 3 projets avec les M&M, justement. Et je dois dire que c'était un travail très enrichissant parce que, en fait, c'est des projets qui se répondent en permanence. Et le dernier projet que j'ai fait avec eux, qui est le Café Français, qui se trouve à la Bastille, en fait,
ils sont partis du logo qu'ils ont dessiné et qu'on a décliné à des échelles très très différentes. Et ça devient le sol, ça devient un motif sur les tables, ça devient des luminaires, ça devient, on l'a décliné avec tellement de matériaux différents que ça devient quand même un tout et ça se tient complètement. Et ça, je trouve ça très intéressant qu'il y ait cette connexion entre tous ces métiers qui sont quand même très très proches. Et justement, dans ta pratique, parce que ça, je ne l'ai pas dit en introduction, là, mais tu as finalement au départ l'agence qui, par la suite, a trouvé un déploiement avec le showroom pour montrer finalement les éditions que tu faisais, tout ça. Depuis quelque temps, tu as ce lieu, le Project Room, qui te permet finalement d'initier des collaborations. Et c'est aussi, je pense, dans ce mécanisme d'interdisciplinarité, tout ça, tu as quasiment toutes les échelles pour trouver des moyens d'expression. Alors, une des choses qu'on arrive à faire quand on est designer, c'est de réfléchir à comment on a envie d'exercer ce métier. Et il n'y a pas de règles. Et en fait, on peut être architecte et vouloir faire des films et se retrouver à être designer ou architecte d'intérieur. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne sait jamais quel chemin on va prendre. On est comme moi, j'ai toujours eu l'impression d'être comme un morceau de bois dans une rivière et on ne sait jamais où la rivière nous emmène. Mais en tous les cas, moi, je me suis installée rue Lascaz et j'ai commencé avec un espace qui était au rez-de-chaussée. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé des bureaux juste à côté. Et au fur et à mesure des années, donc comme c'était un espace au rez-de-chaussée, j'ai commencé à dessiner du mobilier pour mes projets. J'ai ouvert un autre espace qui fonctionne comme une boutique, c'est une boutique d'objets à plus petite échelle. Et tout ça, c'est dans une même rue. Et donc, j'aime bien ce principe de dire que toutes ces activités sont dans une même rue. Et récemment, c'est vrai, j'ai ouvert la Project Room, qui était destinée à être un lieu d'expression libre, parce que c'est vrai que dans ce métier, moi je travaille à la commande, donc on me confie un hôtel, on me confie un restaurant, on me confie une maison. Et en fait, on finit par toujours travailler dans la contrainte, travailler par rapport à que des contraintes en fait, voilà, des fonctions. Et j'avais envie d'être un peu plus libre et de pouvoir avoir une programmation très libre, c'est-à-dire soit moi faire ce que j'avais envie de faire ou confier cet endroit à un curateur ou à un designer. Et aujourd'hui, on en est à la 17e version, c'est ça, Miles, donc on a une programmation qui est tous les 2-3 mois, qui change tous les 2-3 mois, et je vous invite à venir la prochaine fois au vernissage, parce que c'est vraiment c'est assez c'est à 9 minutes à pied d'ici. Ouais, c'est vraiment tout près. Et c'est comme c'est comme un cube, en fait, ça fait 40 mètres carrés. Il y a 3,50 m sous plafond et c'est une grande vitrine. Et donc, j'invite, par exemple, pour les Jeux Olympiques, j'avais envie de célébrer les Jeux Olympiques à ma façon. Et j'ai demandé à Harry Nourieff de faire une table de ping-pong pour que chacun puisse venir jouer. Et c'était ouvert pendant toute la période des Jeux Olympiques. Récemment, en ce moment, il y a les 25 ans de mon tabouret Bishop qui a été décliné en tellement de matière et tellement de tailles. Et je le célèbre avec ce chocolat. Donc, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 12, mais vous verrez, vous allez peut-être vous les partager. Mais en tous les cas, il y aura bientôt Dan Tollet qui va, avec Matter and Shape, va faire une exposition autour de l'ornementation. Et j'ai un petit espace qui s'appelle le Tiny Room que je donne à des designers qui veulent faire une exposition, qui n'ont pas forcément de lieu. Et je trouve que c'est intéressant de construire une communauté et de pouvoir avoir l'occasion de présenter le travail d'autres personnes. Donc récemment, il y a eu notamment Wendy Andreu qui est venue présenter ses vases faits avec le CIRVA.
Et je crois qu'on a une programmation en janvier avec Carlet de Marquet, qui ont été présentés à la Villa Noailles, que j'ai rencontré à la Villa Noailles, etc., etc. Donc c'est vraiment, c'est aussi bien de faire, on fait aussi bien nos propres projets que d'exposer le travail des autres et de rassembler autour de soi une communauté de designers français ou étrangers, parce que ça m'arrive d'inviter des galeries de Grèce, de Mexico, et c'est voilà, c'est assez Et sympathique. puis ça te permet aussi de travailler avec des artisans ou des fournisseurs, d'explorer des matières, des choses qui sont pas forcément dans un cadre défini, mais qui peuvent presque être questionnées dans ce qu'ils convoquent intrinsèquement. Je repense à ces carreaux que tu as travaillé Avec les Japonais. avec les Japonais qui Absolument. sont Donc émaillés. c'est vrai que comme je travaille à beaucoup d'échelles différentes, je suis souvent sollicitée pour des collaborations. Alors, c'est vrai qu'on a dessiné une collection de carrelages qui sont fabriqués sur une île au Japon. Et c'est souvent présenté. Là, c'était présenté à Milan. Et donc, on en a profité pour les exposer à Paris. Et de la même façon, j'ai fait une collection avec Gebrüder Tonnet. Et c'est l'occasion de montrer tout ce qu'on fait qui parfois est présenté dans des magazines, mais qui ne sont pas présentés en réel. Donc c'est juste un lieu d'exposition, voilà, très libre. Alors il y a un projet que je sais qui te tient beaucoup à cœur et qui, je pense, est peut-être le véritable presque trait d'union entre ta pratique et ce qu'on peut finalement faire, ce qu'on peut projeter dans une école. C'est ce que tu as fait pour un projet qui s'appelle Homo Faber. Oui. Et je sais qu'on en a pas mal discuté au préalable, et je trouve que ce projet, même en regard de cours qu'on pratique ici, qui questionnent les savoir-faire sur leur mise en valeur et dans ce qu'ils peuvent presque projeter en termes de technicité et de réflexion par rapport à une technicité, je voudrais bien que tu nous parles de ce projet qui était au départ assez ambitieux. Oui, alors Homo Faber, je ne sais pas si vous êtes familier avec Homo Faber, c'est une fondation qui défend un peu comme l'intelligence de la main de la Fondation Bettencourt, et qui essaye de promouvoir et de conserver tous les savoir-faire en Europe. Et donc ils ont chaque année, tous les 2 ans, ils font une grande exposition à Venise qui s'appelle Homo Faber. Et cette année, c'était Guadagnino qui en a fait la scénographie. Donc ils prennent la fondation Cini, qui est quand même un espace immense. Et donc là, pour la première session, ils m'ont demandé dans un bâtiment qui faisait 400 mètres carrés avec 6 mètres sous plafond, de faire la scénographie sur le thème de l'histoire de l'architecture d'intérieur, de tous les savoir-faire qui est dans l'histoire de l'architecture d'intérieur. Ce qui est quand même pas une simple affaire. Et donc c'est un petit peu ce genre de projet. On se dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Je n'ai aucune idée. Comment est-ce qu'on est... quel savoir-faire choisir? Qu'est-ce qu'on présente? Comment est-ce qu'on présente? Est-ce qu'on fait un travail muséographique? Et moi, j'ai vraiment pris le parti de dire, qu'est-ce qui me touche dans les savoir-faire? Comment est-ce qu'on met les savoir-faire au profit d'un imaginaire? Comment est-ce que les savoir-faire peuvent inspirer son imagination? Donc j'ai décidé de faire 2 pavillons. Il y en a un qui est entièrement en rotin et qui est inspiré du douanier Rousseau, avec une mosaïque de pierre au sol, et l'autre qui est une sorte de rotonde, je crois que vous allez le voir passer, tout en tapisserie et en couleur. Et en fait, si je trouvais ce projet intéressant, c'est que c'est la façon de répondre à la question. C'est-à-dire que c'est un projet tellement ouvert
Et je pense souvent à vous parce que vous avez un sujet libre auquel vous devez répondre pour votre projet de diplôme. Et parfois, quand les projets sont très ouverts et très libres, je trouve que c'est très difficile de se dire mais qu'est-ce que je raconte ? Comment est-ce que je vais choisir mon sujet ? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter ? Et donc, parfois, c'est intéressant de se mettre soi-même ses contraintes. Et de pouvoir, quand on a une question très ouverte, on ne sait pas trop comment la prendre. Et plus la question est précise, plus c'est facile d'y répondre. Donc je trouvais que c'était intéressant pour vous d'essayer de préciser la question à laquelle vous vouliez répondre pour choisir votre sujet de diplôme. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est... On peut en parler parce que c'est vrai que ça nous a beaucoup animés dans nos discussions, et a fortiori parce que tu as été amené par le passé à évaluer les étudiants et finalement à voir, en regard des fois de leurs propositions, un certain nombre de commentaires et d'observations que je pense qu'il serait utile peut-être de porter à leur connaissance, à défaut peut-être de guider un projet. Mais je pense que ce que tu as pu constater, c'est intéressant de le donner à comprendre, parce que peut-être que ça va, pour certains d'entre vous, vous aiguiller. Et il y a des questions de pertinence, notamment, souvent. Oui. Ce que j'ai remarqué, c'est que il y avait beaucoup d'efforts dans la réponse formelle des projets, dans de savoir présenter un projet, de savoir utiliser des matériaux. Mais je trouvais qu'il manquait tout un travail sur la pertinence du programme, de la programmation. Et quand on est architecte d'intérieur, on doit savoir réfléchir à son programme, à définir son programme, à écrire son programme. Est-ce que ce programme est pertinent ? Est-ce qu'il a une... et ça peut être un programme complètement poétique, ça peut être un programme loufoque, ça peut être un programme... mais en tous les cas, je pense que ce questionnement de programme est hyper important. Et comme je disais, c'est que peut-être c'est intéressant pour vous de passer par la narration, de passer par l'écriture, pour pouvoir définir ce que vous avez vraiment envie de dire. Et je trouvais ça... Je ne sais pas comment vous le percevez. Est-ce que dans certaines écoles, il y a des sujets libres, et dans d'autres écoles, il y a des thèmes. Et donc, ça permet de canaliser un tout petit peu les sujets et des contraintes de départ, en fait, et qui permettent de faire une réponse un peu plus facilement. Alors, c'est vrai que vous avez des sujets qui sont libres, et ça fait partie, j'ai envie de dire, de l'ADN quasiment de l'école, c'est que vous êtes aux prises justement dans l'élaboration à la fois du fond et de la forme. C'est probablement ce qui fait parfois la spécificité de l'école, tant dans ses qualités que ses défauts. Et moi, du coup, je m'en suis livré à India après qu'on se soit vu. Mais vu que je pense que c'est intéressant aussi qu'une présidente de jury amène d'une certaine manière sa couleur, sans mauvais jeu de mots te concernant, je me suis dit que ça pouvait quand même être intéressant de vous glisser quelques idées en regard même de ce qu'on partage ce soir, de ce qui vous est délivré de manière un peu parcellaire, mais qui permet comme d'avoir une vue déjà un peu plus complète sur le travail. Et en fait, m'est venu un mot après qu'on se soit quitté, c'était en fait la notion d'empreinte. Parce que finalement, dans une école de création, c'est un terme, on le voit quand on travaille tous les vendredis soirs ensemble sur cette notion de brand curation. En fait, la notion d'empreinte, elle convoque beaucoup de choses. Alors, je t'ai soufflé ce mot. Peut-être que tu veux rebondir dessus ou pas. Non, mais j'ai dit empreinte, c'est ce qu'on laisse, c'est ce qu'on prend. En fait, on peut emprunter et puis on peut laisser une empreinte. Et donc, j'aimais bien
c'est quand même très large aussi comme sujet, donc on peut ça peut être inspirant ou ça peut être voilà. Est-ce que c'est trop vaste? Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est un sujet que je trouve intéressant parce que voilà, une empreinte, c'est ce qu'on laisse et il faut que chacun se demande ce qu'il a envie de laisser, ce qu'il a envie de dire en réalité, ce qu'il a envie comment est-ce qu'il a envie d'aborder ce métier, ce qu'il a envie d'y laisser, ce qu'il a envie d'y dire, non? C'est complètement ça. En fait, parce que maintenant je commence à vous connaître, quand je dis vous, chaque année finalement les questionnements reviennent, ils sont les mêmes. Donc c'est normal. Et vous êtes dans un moment où souvent les sujets, vous pensez que il y a une idée à trouver, qu'il faut que cette idée soit empreinte d'une originalité folle. Donc c'est un peu le propos de tout créateur, de vouloir presque assister à la naissance de la cosmogonie du monde. Mais bon, malheureusement, il y a eu beaucoup de gens avant nous, donc c'est un petit peu plus complexe. Mais cette notion d'empreinte, en fait, elle permet à chacun d'entre vous, finalement, de questionner ce qu'il veut raconter individuellement et personnellement. Et India l'a un petit peu dit, mais c'est vrai que le parcours, l'enfance, la manière dont on a pu évoluer, l'héritage personnel, il a nécessairement une empreinte sur nous. Mais en regard des projets, de vos idées, de la notion de prospective qu'il y a à questionner, bien évidemment, l'empreinte, c'est quelle est l'empreinte que vous allez peut-être laisser, justement à la lumière de ce que vous êtes aussi aujourd'hui. Et puis, ça convoque l'histoire, ça convoque le futur, ça convoque le présent, ça convoque beaucoup de choses, ça convoque aussi la nature, d'une certaine manière, c'est pas négligeable aujourd'hui. Bref, c'est un mot qui peut peut-être résonner et qui peut peut-être guider. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que vous ayez un message à porter. Quand la notion de programme est proposée par India, en fait, la notion de programme, elle s'applique finalement à tous les champs de la création. Ce qu'il faut, c'est être conscient que vous n'êtes pas uniquement là pour produire une forme. Cette forme n'aura de légitimité et n'aura probablement de force et de sensibilité que si elle rentre en résonance avec quelque chose qui peut s'adresser à l'autre, entre guillemets, je pense. Oui. Il y a aussi, dans le mot empreinte, ça me fait penser aussi à parler de convoquer son histoire personnelle. Et moi, je dois dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourrie. C'est de pouvoir... déjà, moi, je considère que je fais des lieux pour les autres, pas pour moi-même. Donc, en fait, j'essaye de vivre les espaces, de me projeter le plus possible dans ces espaces, et je convoque souvent des émotions que j'ai pu ressentir en visitant des lieux ou en découvrant des espaces et j'essaye de les reproduire à ma façon. Et je crois que chacun d'entre vous avez sans doute cette richesse, et on ne pense pas souvent à aller chercher en soi toutes ces émotions et ces références qu'on a vécues dans son enfance ou dans son adolescence ou même récemment. Et ça me paraît vraiment... même moi, je vois dans mon bureau, quand je travaille avec des collaborateurs, j'ai l'impression qu'il y a parfois une distance qu'on met entre ce qu'on nous demande et ce qu'on peut vivre. Et je crois que c'est vraiment très important de se projeter soi-même dans ces espaces, de les vivre en quelque sorte. Je me demande, ça serait bien peut-être qu'on propose des questions, si tu en conviens. Ouais. Parce que ça, c'est bien. Et y a-t-il des questions? Allez, c'est le moment de passer à l'acte. Je vous ai demandé de préparer des choses, comme à chaque fois. Non? Allez, faut en profiter. Faut briser le... alors.
peut-être sans voix. Ah. Allez. Alors moi j'ai une première question, pas grave, Ouais. je vais en poser. Tu t'avais fait part justement quand on cherche un peu la pertinence, quand on cherche à un moment donné des à propos par rapport à ce qu'on fait. Tu m'avais parlé aussi d'avoir justement une conscience de ce qu'on conçoit, où on le conçoit. Tu avais vu des choses qui se passaient parfois dans des zones géographiques. Et tu y voyais, par certains aspects, des formes de dissonance dans certains choix qui étaient faits. Oui, c'est vrai. En fait, ouais, c'est vrai qu'on avait parlé de ça et ça me paraissait très important que dans la démarche de matériaux de construction, parce que souvent il y a des projets qui sont assez ambitieux qui sont présentés ici. Il y a des projets qui sont plus de l'architecture d'intérieur, puis il y a des projets qui sont vraiment de l'architecture. Et je trouvais que il y avait sans doute aussi une conscience ou une recherche de matériaux, de ressources locales à évaluer. En tous les cas, quand on fait un projet qui est très très loin ou dans des pays, dans des contrées, je crois que je me souviens d'un projet en Mongolie et les membres du jury n'ont pas forcément été en Mongolie, donc on ne connaît pas quelles sont les ressources locales, quelles sont les techniques de construction, et tout ça, ça me paraissait très important de pouvoir les intégrer dans... C'est ça que j'entends par pertinence, en fait. Comment tu procèdes, toi, à titre personnel et professionnel, justement, quand tu te retournes dans des situations de cette nature Ben là, tu vois un projet qui a été fait au Mexique, et en réalité, tout a été fabriqué au Mexique, tout le mobilier. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant pour moi, c'est que tout d'un coup, chaque pays me donne une sorte d'ouverture de possibilités de matériaux différents, de savoir-faire. Donc j'essaye de comprendre quelles sont les ressources locales, comment est-ce que je peux travailler avec les ébénistes, les céramistes. Et en l'occurrence, pour ce projet au Mexique, c'est là que j'ai commencé à faire mon bishop en céramique. Et donc, chaque fois, c'est un enrichissement, c'est fantastique. Et ça, c'est avec des gens qui opèrent... Oups. J'ai renversé de l'eau, pardon. Le chocolat Pardon. va fondre. Pas de l'eau chaude. Désolé. Je mets là. Ça va aller. Voilà. Pardon. Ouais. Du coup, ce sont des intermédiaires que tu trouves localement, ou c'est des gens du bureau qui vont spécifiquement... Non, pas du tout. C'est que, comme moi je travaille un peu partout dans le monde, je ne peux pas me permettre J'ai toujours un architecte local, premièrement. Donc le commanditaire, mon client, me trouve un interlocuteur local, et après je leur demande je vais me balader dans les marchés. Je fais une semaine de recherche un peu pour voir ce qui se fait, et puis après je leur demande, ça m'intéresse de travailler avec telle technique, tel matériau, et puis ils me font rencontrer toutes ces personnes. C'est hyper intéressant. J'ai notamment travaillé dans le désert en Égypte, dans une oasis qui s'appelle Siwa et qui est près de la frontière libyenne, et là j'ai beaucoup construit, mais avec des matériaux complètement vernaculaires. Donc c'est construit avec des blocs de sel et de la terre, avec du bois de palme, de la corde de palme, du mobilier en palme. Et donc on s'est servi que de ce qu'il y avait, que des ressources locales. Et ça, c'est passionnant parce que en fait, c'est le croisement des savoir-faire et des connaissances. Moi, j'ai beaucoup poussé j'ai essayé de faire des sortes de constructions contemporaines avec ces matériaux, justement. Et je crois que j'ai beaucoup appris
localement. Moi, j'ai appris moi-même, mais aussi j'ai commencé à faire du mobilier en sel. Ils n'avaient jamais imaginé. C'était intéressant parce qu'ils construisent avec le sel. Et moi, j'ai commencé à dessiner du mobilier avec le sel, en fait, des objets. Et ils ont tous commencé à faire ça. Et maintenant, dans le village, dans l'Oasis, il n'y a pas une boutique qui ne vend pas un objet en sel. Et donc, c'est devenu une sorte de petite industrie locale. Et ça, c'est vraiment très amusant, très enrichissant. Et du coup, juste d'un point de vue pratique, finalement, quand tu te projettes comme ça, finalement, au fil de l'expérience, c'est quoi la nature de ton dessin au préalable? Est-ce que justement tu te laisses un peu porter, la nature de l'interaction entre ce que tu dessines et les retours que tu peux avoir avec les gens avec lesquels tu fabriques? Est-ce que Là, en Égypte, par exemple, tu ne peux pas trop dessiner, tu fais des croquis, c'est très approximatif. Et tu réagis aux choses plutôt que les dessiner. Tu donnes des volumes, puis on voit ce que ça donne. Et puis tu refais, voilà, c'est malèche, tu vois, c'est plutôt dans la... mais après, quand je travaille au Mexique ou au Japon, et on s'aperçoit que chaque pays a un degré de précision très différent. Les Japonais, c'est incroyable. Tu peux donner tes plans, tu regardes les prototypes, c'est impeccable. Au Mexique, voilà, c'était plus approximatif. Les Italiens, en général en Italie, tu t'inquiètes toujours des délais, tu es toujours très inquiet, et puis à la dernière minute, tout sort parfaitement, tu vois, et c'est assez marrant. En France, il faut discuter de chaque détail, tu vois, c'est marrant. Voilà. Bon, alors des questions. Ah, au fond. Bon, déjà, j'ai jamais exercé en tant qu'architecte. Donc, j'ai commencé avec l'architecture d'intérieur en tous les cas. Enfin, voilà. Donc, c'était des projets toujours. Mais c'est un peu la même démarche, en fait, ce qu'on fait dans l'architecture d'intérieur ou du mobilier ou un objet. On essaye toujours de définir ce qu'on a envie de raconter. Et je dois dire que ma collection de mobilier découle des espaces que j'ai dessinés, parce que c'est toujours du mobilier contextuel. Donc, par exemple, le fauteuil rose que vous voyez, qui s'appelle le Charlotte, il a été dessiné pour ce restaurant parce que j'avais envie d'avoir un fauteuil qui ressemblait à un gâteau. Donc, je l'ai dessiné pour le restaurant. Puis après, il rentre en collection. Et ensuite, il se décline. Il y a une sorte de petite famille qui se fait. Donc, il y a le fauteuil, le canapé, etc. Et donc, tout ce mobilier que j'ai dessiné n'est pas découle de ces objets, de ces projets en réalité. Et les petits objets, c'est un peu la même chose. Donc, ça a été très naturel. Moi, il n'y a personne qui peut me dire ça parce que c'est moi qui ai décidé toute seule de faire ça. Donc, et justement, ça c'est aussi une chose, c'est qu'en général, un designer aujourd'hui va avoir une maison d'édition et lui propose des modèles. Moi, j'ai jamais eu à faire ça parce que je me suis auto-éditée toute seule, tout de suite. Donc, j'ai dessiné mes propres modèles, j'ai trouvé des fabricants, j'ai présenté. Ça aussi, ça fait partie de mon écosystème, puisque on dessine le mobilier, on le fait fabriquer, on le distribue, on le vend, on communique. Donc et on a une espèce de cercle vertueux, j'appelle ça, parce que on voit toutes les étapes.
Alors, j'ai pas encore fait de cinéma, mais ça va arriver. Je ne sais pas. En revanche, mon mobilier a été pris pour certains films. Almodovar, j'étais très contente. Et là, Emilia Pérez aussi, on m'a pris un canapé, donc j'étais assez contente. Je sais pas, peut-être que j'en ferai. En fait, il faut juste que j'ai le temps de le faire, mais j'aimerais bien. J'avais fait des courts-métrages pour mon diplôme d'architecture, justement. J'avais le thème le sujet de mon diplôme, c'était l'architecture et le décor de film. Et j'ai fait un petit film en 16 mm. Voilà, c'était très court. C'est vrai que la question, je pense, qui anime pas mal, c'est comment, en fait, on peut concilier, quand on est dans des études qui sont finalement tournées vers des arts appliqués, comment est-ce que finalement on peut commencer à concilier et nourrir une vision qu'on pourrait avoir avec finalement ce qui est aussi la réalité, c'est de s'insérer professionnellement, et comment finalement cette articulation-là, elle se fait, et comment on n'est pas uniquement, entre guillemets, prestataire, mais qu'on a aussi quelque chose à offrir ou à petit à petit commencer à initier, pouvant procéder d'une démarche comme tu as pu le faire finalement. Ben, ça, je ne saurais pas répondre trop à cette question, parce que moi, tout ce que je peux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé à travailler pour un architecte d'intérieur qui s'appelle Christian Liègre. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il est connu comme l'architecte de la non-couleur, n'est-ce pas? Et moi, j'ai travaillé 7 ans chez lui comme directeur artistique. Et quand je me suis mise à mon compte, la couleur est venue très naturellement. Enfin, je n'ai pas peur de la couleur. Je vois des couleurs comme les amis. Pour moi, c'est même pas. Ça vient très naturellement. Donc, et je me souviens à l'époque, les gens me disaient mais t'es folle, personne ne va aimer ces couleurs. Et en fait, j'ai juste. La couleur, c'est devenu mon expression. Donc, je pense qu'il y a plein de façons de trouver son expression. Il y a plein de façons de. C'est pas linéaire, et la carrière aussi se fait avec les rencontres, ça se fait avec ouais, c'est aussi sa personnalité, sa curiosité, c'est plein de choses très différentes qui font que on est plus amené dans une direction ou dans une autre. Et l'intuition, ça compte. Tu as confiance en toi, tu arrives. C'est une question un peu personnelle, mais est-ce que justement dans un cheminement comme ça, c'est quoi les points d'appui qu'on peut avoir finalement? Pardon, ouais, est-ce que j'ai confiance en moi? Je crois que professionnellement, ouais, je crois que je sais ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc ça va. Avoir confiance. Tu sais, en fin de compte, je trouve que c'est bien de douter de temps en temps. Tu vois, moi, je doute beaucoup. Je me dis, mais parfois, je recommence des projets 4 fois, je change d'avis. Parce que ça fait partie de la création, parce que c'est important de se demander est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bien, et ça fait partie de la création, et je pense que c'est important d'avoir ça. Et quant à ces doutes, est-ce qu'ils sont animés par j'ai envie de dire le fait que tu es peut-être dans une réflexion continue? Est-ce que c'est dans un souci finalement de à la fois faire grandir au travers des projets? Est-ce que c'est lié simplement parce que c'est des questions de contingence par rapport au projet? Ça peut être, on peut douter pour plein de raisons différentes, mais tu sais, aussi ce qui est intéressant, et c'est une des choses les plus intéressantes dans ce métier, c'est que ce sont des conversations avant tout. Et donc quand tu travailles avec un
client qui a une idée en tête. C'est pas de venir avec un projet, dire voilà, c'est ça que je fais, c'est pas de... J'essaye de ne pas y mettre tellement d'ego, même si mes projets sont assez signés. C'est le résultat d'une conversation que tu as avec non seulement ton équipe, mais aussi avec un client. Et quand tu as un doute, moi, je suis la première à dire à mes clients, là, j'ai un doute, je ne sais plus, qu'est-ce que tu en penses ? Ça m'est même arrivé de dessiner des plans, de voir les choses réalisées, de dire ça ne me plaît pas, je fais casser. Tu vois, donc, et j'appelle mon client, je lui dis j'ai changé la cloison de place parce que c'était pas bien. Et donc c'est bien d'avoir ce recul et parfois c'est en faisant les choses qu'on s'aperçoit que c'est bien ou pas bien et on a d'autres idées en les faisant. Et je pense qu'il faut toujours avoir cette espèce de... Il y a aussi autre chose que je voulais vous dire qui me paraît très important. Et je dis toujours aux gens qui travaillent chez moi, j'aime bien travailler, parce que je sais que vous travaillez beaucoup sur des écrans. Et moi, je trouve que quand on est tout le temps sur les écrans, on voit les choses d'une seule façon. Alors, moi, je ne travaille pas sur écran, je ne sais pas faire. Alors, je demande à ce que tous mes projets soient imprimés et je les affiche dans un long couloir. Et je passe 10 fois, 20 fois par jour devant ces projets. Et en fait, mentalement, ça me permet d'y travailler sans y penser trop. Et tout d'un coup, je me dis, ça va pas, ou ça va. Donc, je trouve que c'est important d'imprimer ces projets, de passer de la 3D à la 2D, mais aussi de passer en maquette, parce que la maquette vous permet de faire d'autres choses. Je parle pour les architectes d'intérieur en tous les cas, mais peut-être que la direction artistique, c'est intéressant aussi de... En fait, parfois, il y a des accidents heureux quand on fait des maquettes en volume. Et on arrive à bouger les choses. C'est un autre exercice mental. Et ça, j'utilise beaucoup la maquette. Travailler avec la pâte à modeler, travailler avec... je trouve que c'est super important. De toute façon, les choses adviennent quand elles commencent à prendre une matérialité. Enfin, c'est quasiment indispensable. Ça fait partie des grands débats qu'on a ici. Mais parce que l'image est très, très puissante aujourd'hui. Et donc, on veut tous faire une image qui est forte. Et qu'est-ce que c'est l'image ? Mais l'image, il faut que ça vienne après, je pense. Il faut que ça vienne en... Je sais que moi, ça me bloque de voir que du dessin en 3D parce que ça reste très figé malgré tout. Ouais, alors il y a une vingtaine de personnes. Au studio, il y a un pôle architecte intérieur, enfin projet disons. J'ai un pôle design et textile. Après, j'ai une équipe de vente pour les showrooms et la boutique. J'ai une équipe de production. J'ai une équipe administrative parce qu'il y a forcément pas mal d'administration. Et aussi un pôle de presse. Donc je travaille aussi, j'ai 2 personnes qui s'occupent de la presse, parce qu'il faut savoir que chaque fois qu'on finit un projet, il y a le dossier de presse à faire, donc il faut l'écrire. Et en fait, moi je pense que c'est toujours moi qui écris ces dossiers. Chaque fois qu'on fait une project room, il y a un dossier de presse à faire. C'est Miles qui l'écrit et qui le met en place. Il faut faire des envois par MailChimp. C'est tout un énorme boulot en fin de compte. Après, il faut communiquer sur Instagram. C'est aussi beaucoup de boulot. Donc, il y a tout un pôle communication. Et je travaille aussi avec un bureau de presse extérieur. Et je pense que j'étais une des premières à faire ça, je crois en 2004. Je me suis dit que du moment, en fait moi j'ai un showroom
et le showroom dans une rue très peu passante. Et je me suis dit que c'était intéressant de faire appel à un attaché de presse. Donc j'ai commencé à travailler avec un attaché de presse extérieur. Et donc, ouais, donc je vous ai dit un pôle production et logistique. Voilà, c'est comme ça que ça s'organise. Pardon? J'ai pas entendu. Journée typique. Ah, chez moi? Alors, moi, je voyage à peu près 2 à 3 fois par mois. Mais quand je suis au studio, quand je suis à Paris en tous les cas, en général, en fait, j'habite sur le même pâté de maison que toute ma petite rue. Donc je peux passer voir tout et ça me permet de tout faire. Mais en général, je commence à aller au studio et là, je fais un tour des projets. Je m'assois à côté des uns et des autres. Parfois, on fait des vraies réunions de travail parce qu'il y a des présentations à faire, donc on décompose le travail. Mais je dois dire que j'ai une attention. J'aime pas faire des réunions plus longues qu'une demi-heure. Et donc je vais d'un sujet à un autre. Et je traite aussi bien des sujets de design que des projets, que de la communication, que de répondre à la presse. Donc c'est très très varié. Ouais. Oui. Comment j'ai trouvé les fonds? Dans ma poche. Non, en fait, il y a un truc tout simple. C'est-à-dire que comme je dessinais, j'avais des projets. Mon premier projet que j'ai fait, c'était à Londres pour une grande maison. Et donc, je fais des prototypes pour la maison. Donc, c'est les clients qui payent. Et après, quand c'était bien, j'en faisais 2. Voilà. On fait un prototype, on en garde un, et puis on vend l'autre. Donc en fait, ça fait partie de la production d'un projet, en fait. Donc c'est le projet qui finance un prototype, tout simplement. Alors la clientèle, c'est vraiment une chose très particulière. Alors, ça c'est... moi j'ai eu beaucoup de chance avec ça, je dois dire, parce que j'ai jamais eu à aller chercher des projets. Les gens sont venus à moi. C'est du bouche à oreille. C'est c'était, je sais pas, j'ai toujours eu beaucoup de chance et j'ai commencé à travailler surtout à l'étranger. Donc j'ai commencé à Londres, ensuite à Miami, à New York. Et en fait, une des raisons pour laquelle j'ai fait ce showroom, c'est parce que j'avais cette frustration de ne pas être présente du tout à Paris. Et donc je me suis dit, si j'ai un showroom de mobilier, ben, au moins les gens sauront que je suis basée à Paris. Et j'ai un peu fait ça pour ça. Mais ouais, je crois que j'ai fait très peu de projets. Les seuls projets que j'ai faits, c'est avec Thierry Coste, ouais, pour le groupe Beaumarly, ouais, avec les M&M. Donc je sais pas comment, mais je pense qu'aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup plus facile avec Instagram, parce que vous faites des dessins, des projets, vous pouvez les poster sur Instagram et puis ça circule, non? Je pense que c'est pas si, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et tout ce que tu as fait en mobilier, parfois tu as travaillé avec des éditeurs ou tu es toujours... Ben, les éditeurs, c'est venu beaucoup plus tard parce que là, récemment, j'ai travaillé avec Gebrüder Tonnet, avec CC Tapis, avec... qu'est-ce que j'ai fait d'autre, Miles? Je ne me rappelle plus. Hein? Ouais, Ginori, mais ça, c'est des objets plus petits. Je ne me rappelle plus. Ouais.
Oui, j'entends pas très bien. Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai une question concernant le restaurant Sketch à Londres. J'y suis allée une fois et je me suis rendu compte que donc il y avait plusieurs salles. Donc il y avait un bar avec une ambiance différente. Oui. Un autre bar qui était plus futuriste, de Oui. ce que je me souviens de mes souvenirs. Et puis en effet, il y a cette très grande galerie rose que vous avez designée. Ma question c'est, quand on impose une marque de fabrique qui est aussi forte, avec une identité qui est aussi forte, ce rose qui est très flashy par exemple, comment on arrive à s'entendre pour faire en sorte que toutes les salles se complètent, mais elles aient toute leur identité et qu'elles aient toute leur identité en même temps. Comment on fait créativement pour s'entendre avec l'ensemble des designers qui sont sur un projet, sur ce design de restaurant? Voilà. En fait, le Sketch, c'est vrai, vous avez raison, c'est un immeuble à Londres où il y a en fait 4 restaurants dans un bâtiment. Et ça, c'est à l'initiative du propriétaire qui s'appelle Mourad Mazouz. Et lui, donc il travaille avec Pierre Gagnère, il a le boudoir, je ne sais plus comment il appelle ça. Mais le principe de la galerie du Sketch, c'est que cet espace change tous les 2-3 ans. Et il donne toujours cet espace à un artiste. Moi, il m'avait contacté parce qu'il m'a dit, voilà, j'ai donné l'espace à David Shrigley, qui a fait tous ces petits dessins très marrants. Et il m'a dit, David veut juste faire les dessins et la vaisselle, et il ne veut pas du tout faire le mobilier. Et l'installation précédente, c'était un artiste qui avait fait une chose de chaque. C'est-à-dire toutes les chaises étaient différentes, toutes les tables étaient différentes, toutes les fourchettes étaient différentes. Et c'était très rigolo, mais très étouffant. Et quand je suis allée voir cet endroit, j'ai dit, voilà, je veux bien faire ton projet, mais je vais tout faire tout rose parce que j'avais envie de fraîcheur. Et je sentais que c'était... Pour Mourad, c'était comme si je lui rendais service parce que personne ne voulait faire un projet pour soutenir un artiste. Et moi, je me suis dit, il faut que ce soit plus fort que l'artiste, parce que comme ça, ce sera... Et j'ai utilisé la couleur rose comme une sorte d'arme secrète. J'aimais bien que ce soit ultra féminin, alors que c'était un grand cube de 100 mètres carrés. Et je trouvais ça marrant de le rendre ultra féminin comme ça, comme un salon de thé. Voilà. Mais, et après, les différents lieux vivent très très bien ensemble. Là, il y a un autre, c'est un autre artiste qui s'appelle Yinka Shanibar, et j'ai refait un peu la coloration, effectivement. Et notamment le restaurant que tu as fait avec l'intervention de Xavier Veillant. Oui, le Germain. Comment ça se passe, c'est le maître d'ouvrage qui... Avec Thierry, Thierry m'a dit, j'aimerais bien faire intervenir un artiste pour qu'il fasse une chose. Et moi je dis, j'aime bien Xavier Veillant. Est-ce qu'on pourrait le faire intervenir parce que personnage, ce serait intéressant. Donc on l'a contacté. Et Xavier a eu l'idée comme c'est sur 3 niveaux, de faire traverser ça s'appelle Sophie, la sculpture. Ouais. C'était très marrant à l'époque, mais là, ils sont en train de le refaire complètement, donc je ne sais pas ce que ça va être. D'ailleurs, comment ça se passe, les durées de vie des projets parce que tu as une empreinte qui est assez forte sur ces lieux et tout ça. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on vit des projets qui naissent, qui vivent, qui peut-être disparaissent? Comment ça se passe? Les projets qui disparaissent, en fait, il n'y a pas vraiment de... L'architecture d'intérieur, c'est pas comme une œuvre d'art, donc tu peux pas vraiment... C'est très difficile d'avoir un contrôle sur comment un projet vieillit, comment un projet... Et souvent, tu t'aperçois que les clients le modifient ou ils l'entretiennent pas, et ça, c'est très compliqué. C'est assez difficile d'avoir un œil là-dessus.
à moins de faire des contrats d'entretien, tu vois, de Ouais. dire tous les 2 ans je reviens, on le remet à flot. Mais en fait, tu sais, ces projets-là, un restaurant, il y a une durée de vie de 5 à 10 ans maximum. Une boutique, c'est 5 ans. Ouais. Donc, les choses sont amenées à être changées et c'est comme ça. Moi, j'ai justement travaillé sur... Je t'ai raconté ça. Quand j'ai travaillé avec la aide à Genève, justement, on a voulu travailler sur l'histoire de l'architecture d'intérieur. Et on avait fait tout le master autour de l'histoire de l'architecture d'intérieur. Donc, on a essayé de retrouver tous les projets qui ont été très marquants ces dernières 30 années. La plupart d'entre eux sont démolis. Et c'est vrai que c'est vraiment très dommage. Donc, j'avais demandé aux élèves de retrouver les documents sur ces projets et de les reconstruire en maquette, de façon à avoir une bibliothèque d'espaces qui soient des espaces marquants. Et il y en avait quelques-uns à Paris. Je fais référence au Café Coste de Philippe Starck, qui a été un projet absolument marquant pour Paris. Il y avait le Étienne Marcel, qui était assez génial, qui a disparu aussi. Et c'est très dommage que les projets qui ont été marquants ne soient pas conservés. Il faut rentrer dans l'histoire pour qu'on... Il faut que, tu vois, c'est pas... En plus, ils ont été documentés, tous ces projets en même temps. Ben oui, bien sûr. Donc Est-ce qu'il y a des questions encore? Bon. Ben, s'il n'y a plus trop de questions, je vais te proposer un petit moment d'interaction où nous allons faire une photo avec toute la promo, qui sera ta promo. Okay. Génial. Je vais te remercier pour ce petit moment d'échange.